Avez-vous déjà détesté quelqu'un, au point de ne vouloir lui faire subir rien d'autre que des souffrances inimaginables? Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Ce rituel était utilisé sur les espions japonais à l'époque des samouraïs, et est aujourd'hui encore utilisé par certaines organisations secrètes, comme une forme de torture imperceptible. Votre cible sera assaillie par divers malheurs, qui peuvent aller de blessures mineures à situations mortelles, dont la victime ne peut sortir indemne. Cette technique était également utilisée par les Indiens, après sa découverte sur le continent à la fin des années 1800. Lorsque vous effectuez ce rituel, il est important de ne jamais parler de ce que vous avez fait à qui que ce soit. Sinon, la malédiction aura l'effet inverse. Les événements liés au rituel se produisent pour des raisons inconnues, puisqu'il a été créé à l'origine pour affecter les clés en bois typiques de l'époque. Ça aura été modifié à la fin des années 1900 par les organisations secrètes susmentionnées pour pouvoir affecter les clés en métal. Pour commencer, vous aurez besoin d'une clé appartenant à la victime. Vous devez vous assurer qu'il ne s'agit pas d'une clé importante, car elles manquent facilement à leur propriétaire. Vous aurez peut-être du mal à vous approcher du trousseau de la personne visée, mais après l'avoir acquis, vous aurez besoin des éléments suivants. Des cendres provenant d'un arbre, d'une bûche ou d'un bâton brûlé, pour capturer un esprit. Un récipient en argent, pour s'assurer qu'il ne s'échappe pas après sa capture. Un couteau ou un autre objet tranchant, pour le mettre en colère en le poignardant lorsqu'il sera captif. Du riz, afin de s'assurer que l'esprit capturé puisse devenir plus puissant et faire plus de mal à sa future victime. Un stylo et une feuille de papier, pour s'assurer qu'il frappe la bonne cible. Du sel à verser par précaution autour du récipient en argent. Ainsi, si l'esprit traverse à la fois la cendre et le récipient en argent, vous aurez suffisamment de temps pour terminer le rituel, même si ce dernier est très puissant. De l'eau pour poser le récipient. Vous pouvez le mettre dans un évier ou une autre source d'eau, du moment que vous avez la possibilité de le récupérer rapidement. Si vous disposez des éléments mentionnés, suivez ces étapes pour commencer le rituel. En premier, versez la cendre dans votre récipient en argent et commencez à verser le sel autour de celui-ci. Ce sont vos 3 murs de titane, afin de bloquer l'esprit qui tentera certainement de vous attaquer. Ensuite, placez lentement la clé à l'intérieur de la cendre. Dites la phrase « J'ai une friandise pour toi » 15 fois. Après 5 minutes, prenez votre couteau ou l'objet pointu que vous avez choisi et poignardez 8 fois la cendre qui est maintenant devenue le corps de l'esprit. Ça va le mettre en colère et le rendre plus fort. Versez ensuite le riz dans le récipient en argent. Ça renforcera les effets de la malédiction. Une fois que vous aurez versé le riz, si jamais l'esprit a pu échapper à vos 2 premières barrières, il reviendra à l'intérieur du récipient. Écrivez le nom de votre cible sur le morceau de papier et déposez-le dans le récipient en argent. Allez à votre source d'eau et laissez le récipient tremper dedans pendant 30 minutes, afin de donner à l'esprit le temps de faire de la clé sa nouvelle habitation. Une fois ces 30 minutes écoulées, vous devez sortir lentement la clé du récipient et la remettre là où vous l'avez trouvée. Avertissement cependant. Si la cible meurt, l'esprit viendra vous chercher. Protégez toutes les ouvertures de votre maison avec du sel. Sinon, vous risquez de voir cette même clé apparaître dans votre maison. Et vous mourrez. Au début de l'année 2001, au pays de Galles, un vieil homme d'une ville voisine a été envoyé dans le centre médicalisé où je travaillais. Il avait été vu courant partout dans le bourg, tout en criant que son ombre essayait de le tuer. Bien entendu, ce n'était pas le cas. Ce qui a incité les autorités à l'envoyer en rééducation, après avoir reçu de nombreuses plaintes des habitants de la ville. Peu après son arrivée dans l'établissement, l'homme a commencé à crier que son ombre l'observait. Il courait souvent en rond pour essayer de s'en éloigner. Mes collègues ont noté ses comportements. Il se balançait d'avant en arrière avec les mains derrière la tête, dans un état de peur traumatique. S'agripper à sa propre peau jusqu'au sang. Crier et tenter de s'enfuir. Et tout un tas d'autres actes de ce genre. Lorsqu'il mangeait, il déplaçait constamment sa nourriture comme si quelqu'un essayait de la lui voler. Bien assez tôt, le personnel qui l'entourait
a commencé à se plaindre que des objets se trouvant dans les zones où il allait étaient réorganisés et que des meubles étaient déplacés. Et environ 5 semaines après le début de son séjour, les employés n'ont pas tardé à démissionner de toutes les fonctions ayant un rapport avec lui. Ils affirmaient que quelqu'un chuchotait dans une langue étrange, chaque fois que l'on s'approchait du patient. 2 semaines plus tard, le corps d'une infirmière a été retrouvé par le concierge dans la cafétéria, mutilé. Celui-ci a démissionné le jour suivant. Il semblait que quelqu'un avait griffé la victime jusqu'à la mort, les plaies rappelant celles que pouvait faire un animal. Les autorités locales s'en sont mêlées, et le patient a été envoyé dans une prison voisine. Après avoir discuté de la question, le conseil d'administration du centre s'est arrangé pour que l'homme soit interrogé par un médium renommé. Lorsqu'un agent est allé le chercher, il était recroquevillé et tremblait dans un coin de sa cellule, refusant de bouger. Le policier a fini par le porter contre son gré jusqu'à la salle d'entretien. Quelques minutes seulement après le début de l'entrevue, le médium s'est mis à crier et s'est enfui des lieux. Le professionnel a ensuite exigé que l'homme soit tué, sans donner aucune explication. Mais cela n'a pas été nécessaire. Son cadavre a été retrouvé 1 jour plus tard dans sa cellule, mutilé de la même manière que celui de l'infirmière. Le médium, lui, est mort accidentellement 1 semaine plus tard. Mais cette fois, il y avait un petit bout de papier près du corps, sur lequel étaient inscrits des mots à l'encre sombre. Nous sommes fatigués de vous copier. J'ai une histoire assez flippante à vous raconter. Elle n'est pas longue, ne vous inquiétez pas. Je pense que mon ami n'aimerait pas que je la partage. Mais je ne peux pas garder ça pour moi. Elle est tellement folle. J'avais un ami appelé Marc. Il avait le bras gauche atrophié, et son oreille gauche était elle aussi mal formée. C'était pas un accident ni rien. C'était vraiment de naissance. On s'est connus au collège. Là-bas, son handicap ne le gênait pas. Et ne gênait pas les autres. Étonnamment, il avait même pas mal d'amis. Lui et moi, on était tous les deux à fond sur le métal. Et on s'est mis à traîner ensemble, même en dehors des cours. On allait souvent se poser vers le chantier naval, vu qu'on habitait près de la Garonne, à s'enfiler des bières et discuter. On s'intéressait vite fait au satanisme, plus parce qu'on trouvait ça cool, que parce qu'on voulait sacrifier des chèvres. On essayait des rituels plutôt nuls, du genre allumer des bougies noires et dire 3 fois Satan. Des trucs de gamin, quoi. Mais un jour, alors qu'on était assis sur une carcasse de bateau, Marc m'a fait une confidence. Il m'a dit que depuis tout petit, il voyait des choses bizarres. Il m'a affirmé que parfois, la nuit, il entendait des pleurs de bébé. Quand il était seul chez lui, les pleurs se transformaient en cris. Il m'a même confié qu'une fois, il avait vu le bébé qui rampait en haut des escaliers. Mais quand, intrigué, il était arrivé en haut des marches, le nourrisson avait disparu. J'y croyais qu'à moitié. C'était cool, mais un peu tiré par les cheveux. Mais j'ai décidé de lui faire confiance, parce que c'était mon ami, et que j'étais vraiment curieuse. À cette époque, je dormais souvent chez lui. Et il est vrai qu'une fois, Marc s'est réveillé en pleine nuit, avec l'impression qu'on lui mordait violemment le bras gauche, celui qui était atrophié. Il m'a dit qu'il avait entendu des pleurs, et qu'aussitôt, son bras était devenu douloureux. Personnellement, je dormais très bien avant qu'il ne se réveille. Et je n'avais rien entendu du tout. Par la suite, je lui ai plusieurs fois conseillé d'en parler à ses parents, mais il n'a jamais voulu. On s'est un peu perdu de vue vers nos 14 ans. Il est parti dans un collège privé. On se voyait occasionnellement dans le village, mais c'était moins drôle. Il avait l'air fatigué, déprimé. Il me disait qu'il ne dormait presque plus, que son bras et son oreille étaient douloureux, qu'il avait l'impression qu'on les mâchait toute la journée. Après la 3e, on ne s'est plus vu du tout. Il a déménagé dans l'Est, et je suis restée près de la Garonne. Mais il y a 6 mois, je suis tombée sur son profil Facebook. Et on a repris contact. On a 28 ans maintenant, et on a pas mal parlé de nos vieux souvenirs. Il a effectué une chirurgie de l'oreille vers 23 ans. C'est bluffant. Elle est complètement normale à présent. En revanche, son bras n'a pas changé d'1 pouce.
Je lui ai reparlé de ses douleurs au bras et à l'oreille. Et je lui ai demandé si ça allait mieux. Il m'a dit que oui. Et il m'a appris autre chose d'assez déconcertant. Vers 22 ans, il avait fait le tour des médecins. Tous lui avaient dit que ses douleurs n'avaient aucune cause physiologique, que c'était purement somatique. Désespéré, il était allé voir un magnétiseur. D'après ce qu'on dit, ce serait assez efficace dans ce genre de cas. Le gars l'a touché, bref, il a fait ce que font les magnétiseurs. Et dès la fin de la séance, Marc n'a jamais plus eu mal nulle part. Le magnétiseur avait clos la séance, en lui disant de demander la vérité à sa mère. Le pauvre a été surpris, mais il l'a fait. Il m'a dit qu'il ne savait pas vraiment quoi lui demander. Quoi lui dire? Alors il lui avait simplement demandé de lui dire la vérité, qu'elle lui cachait quelque chose qu'il ignorait. Sa mère avait fondu en sanglots, et lui avait avoué l'existence d'un frère jumeau. Lorsqu'il était encore dans son giron maternel, ce frère avait commencé à prendre le dessus sur mon ami. Il le grignotait peu à peu. Son bras n'avait pas su se développer complètement, à cause de ce frère qui, à terme, l'aurait dévoré. C'est quelque chose de rare, mais qui existe. Le cannibalisme intra-utérin. Un jumeau assimile l'autre, le consomme en d'autres mots. Mais pendant la grossesse, le jumeau qui dévorait Marc était mort, et on avait dû le retirer. Marc m'a dit que selon lui, le lien qui les unissait ne s'était jamais vraiment brisé, et que son jumeau continuait de vouloir le dévorer. Peut-être n'avait-il pas accepté qu'on l'arrache à son frère. J'ai eu quelques frissons quand j'ai fait le lien avec ce que Marc m'avait raconté au chantier naval, sur ce qu'il entendait, voyait et ressentait. Aujourd'hui, Marc va bien. Il ne ressent plus de douleur. Mais il lui arrive parfois, selon lui, d'entendre des pleurs de bébé venant de nulle part. Avant, j'étais comme vous. J'adorais frissonner. Je cherchais par tous les moyens à me faire peur, à me donner une bonne grosse dose d'adrénaline. Films d'horreur, maisons hantées, creepypasta, urbex dans des lieux flippants. J'étais toujours à la recherche de nouvelles choses. Et c'était devenu difficile au bout d'un moment. Car quand tu as tout essayé, plus rien ne te surprend. C'est pour cela que j'ai décidé de tenter ma chance à l'étranger. J'avais plusieurs idées de pays dans lesquels je pouvais trouver ce que je cherchais. Mais j'ai finalement opté pour l'Écosse, un pays que j'appréciais. Il faut dire que de nombreuses œuvres m'avaient donné envie de visiter le paysage de ce pays. Les Highlands qui sont montrés dans Highlander ou Braveheart, les châteaux montrés dans divers films, et même des BD, comme dans La jeunesse de Picsou. Et vous vous en doutez, les fameux châteaux hantés qui parsèment ce beau pays. J'ai donc voyagé dans une petite ville paumée au nord de l'Écosse, non loin de ces châteaux hantés, où j'espérais pouvoir passer quelques nuits. Mon voyage devait durer une semaine. Donc plutôt que de tenter de m'infiltrer toutes les nuits dans le château pour y dormir, j'ai loué une petite maison dans le village, pour une somme tout à fait dérisoire, une aubaine. La location n'était vraiment pas chère, certes, mais après l'avoir vue, j'ai bien compris pourquoi. Elle était vraiment délabrée. Elle était assez spacieuse néanmoins. Mais la poussière avait envahi les lieux. À l'intérieur de la chambre régnait une odeur de moisi, comme si elle n'avait pas été aérée depuis des lustres. J'ai vite fait d'ouvrir la fenêtre, espérant ne pas avoir cette sale odeur durant la nuit. En l'ouvrant, j'ai pu profiter d'un spectacle grandiose. Une vaste étendue de plaine verdoyante, et, au bout, un immense château. Les fameuses Highlands, et le fameux château hanté dans lequel j'allais essayer de me faire peur. Deux choses que je voulais absolument voir en venant ici. Que demander de plus? Comme le voyage m'avait quand même fatiguée, j'ai décidé de ne pas trop me presser, et de passer une bonne nuit au calme dans ma fantastique demeure. J'avais ramené de quoi passer le temps, des bouquins, un lecteur DVD avec quelques films, d'horreur cela va sans dire, et quelques barres chocolatées pour tenir la nuit, avant de faire quelques courses le lendemain. Le soir venu, alors que j'étais dans ma chambre en train de regarder The Conjuring 2, j'ai entendu de grands bruits sourds. Je me suis levée pour aller voir d'où ça venait, mais sans succès. En allant me recoucher, rebelote. Des coups.
comme si quelqu'un tapait dans un mur. Cette fois, je les avais entendus distinctement. Ce n'était pas le fruit de mon imagination. Je suis restée un instant au milieu du salon, en tendant l'oreille, pour essayer d'identifier la provenance de ces coups. Et des coups, il y en a eu, plein. Mais ils semblaient venir de nulle part et partout à la fois. Je n'arrivais pas à savoir d'où ça venait. J'ai cherché partout dans la maison, et même à l'extérieur au moyen d'une lampe torche. Mais je n'ai rien trouvé. Il n'y avait pas de cave ou de grenier, ni même d'étage à vrai dire. Donc cela venait forcément d'une des pièces aux alentours. Au bout d'un moment, alors que les coups continuaient, j'ai reconnu une certaine logique dans ceci. Et c'est là que j'ai compris. C'était du morse. J'avais vu plein d'histoires à ce sujet. Vu des centaines de vidéos d'esprits frappeurs qui communiquaient en morse. Du coup, j'avais à peu près appris ce langage. Je me suis assis sur le fauteuil du salon et je me suis concentré. 3 coups rapides. 3 coups lents. 3 coups rapides. C'était le mot du langage morse le plus connu. SOS. Je suis restée une partie de la nuit à écouter ces coups et à tenter de les déchiffrer. J'avais réussi à capter les messages suivants. Help me. I'm trapped here. Help me please, it hurts. God, save me. Évidemment, la langue ici était l'anglais. Je ne m'attendais pas à découvrir des messages en français. Ces messages étaient inquiétants, surtout que je ne savais pas d'où ça venait. J'ai bien tenté de crier pour lui demander où il était. Mais il continuait à envoyer ses messages par morse. Puis, comme le matin était arrivé, les coups avaient disparu. J'ai fait une nouvelle recherche minutieuse dans la maison et ses alentours. Mais une nouvelle fois, rien. J'aurais bien demandé de l'aide aux voisins, mais il n'y en avait pas. Les seuls voisins que j'avais étaient à des kilomètres d'ici. Comme je n'avais pas dormi, j'étais exténuée. Et puis, tout cela me semblait être une blague mise en place par quelques jeunes du coin, qui voudraient effrayer les touristes et faire vivre la légende des fantômes du château. Et puis, j'en avais vu d'autres. Et bien pire. Je n'étais pas effrayée du tout. Je suis donc allée dormir. Je ne me suis réveillée qu'en fin de journée. La nuit était tombée. Et ce qui m'avait sorti du sommeil, c'était de nouveau ces coups. Je suis retournée dans le salon, et à nouveau, j'ai déchiffré le morse. Help me, please. Somebody get me out of here. Cette fois, j'ai eu l'idée de répondre directement en morse, en tapant moi aussi du pied sur le plancher. Where are you? Et, alors que le tonnerre grondait dehors, et qu'il s'était mis à pleuvoir, il m'a répondu. Celle. Celle? Cellar? Une cave? Pourtant, j'avais bien cherché. Je n'ai trouvé aucune trace de cave dans la maison. Et dans la location, il n'était pas question de cave. J'ai passé un coup de fil à la personne qui louait la maison, en lui parlant de ses coups et de cette cave. Comme il était tard, il m'a répondu très sèchement que la maison n'avait aucune cave, et qu'il n'avait jamais entendu de coups dans cette maison. Puis il a raccroché. Après ça, il n'y a plus eu de coups du tout. J'ai continué ma semaine entre la maison et le château, et la seule expérience paranormale que j'ai eue durant cette semaine était ces coups. Je suis rentrée en France, ayant encore en tête le bruit qu'il faisait. Je ne savais pas si c'était une blague, ou si c'était réel. Mais moi qui étais en quête de sensations fortes, j'étais quand même heureuse d'avoir vécu ça. Jusqu'à ce que, arrivé chez moi, j'ouvre un livre qui parle du morse. Je voulais quand même vérifier que je n'avais pas fait d'erreur. Et j'en avais fait qu'une seule. Une erreur qui me fit enfin avoir ce frisson le long de ma colonne vertébrale. Ce frisson qui me paralysa de peur. J'avais mal interprété le dernier mot. Celle. Je m'étais trompée pour la première lettre. Sûrement à cause du tonnerre à ce moment précis. Ce n'était pas un C, mais un H. Hell. J'ai rencontré Marie-E en personne la première fois en 2007. J'ai arrangé avec l'aide de son mari Terence une interview avec elle. Marie a d'abord accepté, car je n'étais pas une journaliste, mais une écrivaine amatrice qui cherchait des informations pour une thèse scolaire sur, si tout se passait bien,
Quelques histoires imaginaires. On avait planifié l'interview pour un week-end particulier, car j'étais à Chicago sur des affaires qui n'avaient rien à voir. Mais au dernier moment, Marie changea d'avis et s'enferma dans la chambre conjugale, refusant de me parler. Pendant une demi-heure, je m'étais assise avec Terence près de la porte de la chambre. J'écoutais et prenais des notes pendant qu'il essayait de calmer sa femme. Les choses que Marie disait avaient peu de sens, et je sentais dans sa voix qu'elle pleurait. Terence renonça en s'excusant profondément, et je fis de mon mieux pour le rassurer, rappelant que je n'étais pas une reporter, mais juste une jeune curieuse en quête d'informations. Cela dit, pensai-je à un moment, je pouvais peut-être trouver un autre cas similaire. Marie était une opératrice d'un système de tableau d'affichage, basé sur Chicago en 1992. Quand elle vit Smile.jpg la première fois, et sa vie changea à jamais. Elle et Terence n'étaient mariés que depuis 5 mois. Marie était une des 400 personnes estimées, qui avaient vu l'image lorsqu'elle a été postée en lien sur un forum. Marie était la victime la plus citée, de ce qui était parfois appelé Smile.dog, la chose que Smile.jpg est censé montrer. Bien que le phénomène se centre sur une simple image, ce fichier est introuvable sur le net. Smile.jpg et Smile.dog ne sont mentionnés nulle part sur Wikipédia, bien que le site présente des articles sur d'autres phénomènes similaires. Toute tentative de créer un article sur Smile.jpg est rapidement supprimée par un des admins de Wikipédia. L'histoire de Marie n'est pas unique. Ceux qui clament avoir vu Smile.jpg disent souvent qu'ils étaient trop occupés pour avoir pensé à sauvegarder l'image dans leur disque dur. Cependant, ces victimes ont tous la même description de la photo. Une créature en forme de chien, semblable à un husky sibérien, illuminée par un flash de l'appareil photo. Assis dans une salle, le seul détail visible de l'arrière-plan étant une main humaine sortant des ténèbres de la salle, sur la gauche de l'image. La main est vide, mais est souvent décrite comme pointant du doigt. Bien sûr, l'attention est majoritairement donnée au chien. Le museau de la bête est figé dans un sourire large, révélant 2 lignes de dents bien blanches, bien fines, bien acérées, et de forme humaine. C'est, bien sûr, non pas une description donnée directement après visionnage, mais plutôt ce que les victimes s'en souviennent. Car elles voyaient l'image se répéter dans leur tête à l'infini, alors qu'elles avaient, en fait, une crise d'épilepsie. Ces crises sont rapportées comme interminables, souvent quand la victime dort, causant de dérangeants et réalistes cauchemars, qui pouvaient être traités par médicaments. Marie, j'imagine, n'a pas eu de médication effective. Après ma visite en 2007, je fis des recherches sur des newsgroups de légendes urbaines, sites web, mailing list, espérant trouver une victime de Smile.jpg, qui serait d'accord pour parler de son histoire. Pendant un temps, rien n'arriva. Un temps si long que je l'avais presque oublié, car j'avais commencé la fac et j'étais assez occupée. Marie me recontacta cependant après ma première visite. Je suis profondément désolée de ce qui s'est passé l'été dernier quand vous êtes venu. À ce moment, j'avais peur. Depuis 15 ans, je suis hantée par Smile.jpg. Smile.dog vient dans mes rêves toutes les nuits. Je sais que ça semble idiot, mais c'est vrai. Ces rêves sont extrêmement réalistes. Je ne bouge pas, je n'avance pas. Je regarde simplement droit devant. Et la seule chose devant moi est cette horrible scène de l'image. Je vois la main qui pointe, et je vois Smile.dog. Il me parle. J'ai pensé longtemps à des options. Je pourrais le montrer à un étranger, un collègue, même à Terence, mais l'idée m'en dégoûte. Qu'arriverait-il alors? Si Smile.dog garde ses mots, je peux dormir. Mais s'il a menti, que devrais-je faire? Et qui dit que quelque chose de pire ne viendrait pas pour moi, si je fais ce que la créature me demande? Alors, je n'ai rien fait pendant 15 ans, bien que j'ai gardé la disquette cachée dans mes affaires. Bien des victimes de Smile.jpg ont arrêté de poster, et j'ai entendu dire que certains s'étaient donné la mort. Les autres gardent le silence, disparaissent de la surface du web. Ils sont ceux dont je m'inquiète le plus. L'été dernier, quand vous nous avez contactés pour l'interview,
J'étais sur le point de vous donner la disquette pour vos recherches. Avant que vous arriviez, j'ai réalisé ce que je faisais. J'allais ruiner votre vie. Je ne peux pas me permettre ça. Et en fait, je ne le ferai jamais. Vous pourrez peut-être trouver quelqu'un qui n'hésitera pas à exécuter les ordres de Smile.dog. Arrêtez pendant qu'il est temps. Sincèrement, Marie-E. Terence me contacta plus tard dans le mois pour m'annoncer la mort de sa femme. En faisant le ménage dans ses affaires, fermant son mail, etc., il tomba sur le mail que je vous ai cité avant. C'était un homme craintif. Il me conseilla de suivre le conseil de sa femme. Il trouva la disquette et la brûla jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un amas informe de plastique fondu noir. La chose qui l'a le plus effrayé, cependant, était comment la disquette a sifflé quand elle a fondu. Comme un animal, a-t-il dit. J'avoue n'avoir su quoi répondre à cela. Je décidai que pour au moins une fois, je n'irai pas plus loin sur le sujet de Smile.jpg, vu que les examens arrivaient en mai. Mais le monde a de curieuses manières de vous rappeler à l'ordre. Presque une année complète après ma venue chez Marie-E, j'ai reçu un mail. Salut. J'ai trouvé ton adresse sur une mailing list. Ton profil dit que tu es intéressé par Smile.dog. C'est pas aussi terrible qu'on en dit. Je te l'envoie ici. Fais tourner. Il y avait une pièce jointe nommée, bien sûr, Smile.jpg. Je l'ai téléchargée, bien que j'imaginais que c'était un fake. Et même si c'en était pas un. Je ne crains pas ce genre d'image. L'histoire de Marie-E m'a secouée, oui. Mais elle était peut-être extrêmement sensible. Après tout, comment une simple image pourrait-elle faire autant de mal? Si je regarde cette image, et si Marie a raison, si Smile.dog vient dans mes rêves pour que je passe le mot, que ferais-je? Vivrais-je ma vie comme Marie, à combattre contre l'envie d'obéir jusqu'à la mort? Ou bien obéirais-je? Et si je fais mon choix, comment le ferais-je? À qui faire passer le mot? Si je reprenais mon attention d'écrire l'article sur Smile.jpg, décidai-je, je pourrais joindre l'image comme prévu. Et tous ceux qui liraient l'article, tous ceux que ça intéresse, seraient affectés à jamais. Quand j'étais petite, j'avais très peur du monstre sous mon lit. Un peu comme le croque-mitaine. Oui. Mais ce n'était pas totalement la même chose. Mes parents l'appelaient le voleur d'innocence. J'en avais extrêmement peur. Mais je n'aurais pas pu vous le décrire, car je ne l'avais jamais vu. J'étais une petite fille très sage, et pour cause. Mes parents se servaient de ma peur pour me dissuader de faire des bêtises, ou bien m'obliger à leur obéir. Ne mets pas les doigts dans ton nez, sinon le voleur d'innocence passera te voir ce soir. Finis tes brocolis, sinon le voleur d'innocence passera te voir ce soir. Il me mettait en garde contre lui. Mais me voyant paniquer, il me donnait quand même des conseils. Si le voleur d'innocence passe te voir, il ne faut pas que tu fasses de bruit. Cache-toi les yeux avec les mains, et ne bouge pas. Comme ça, il partira aussi vite qu'il est venu. Mais bien sûr, je n'étais pas parfaite. Le moment où je faisais des bêtises arrivait toujours tôt ou tard, malgré les avertissements de mes parents. Et c'est comme ça qu'il m'a rendu sa première visite. Je m'étais couchée, un soir où j'avais fait tomber le vase préféré de ma mère. Je dormais, et j'ai été réveillée par quelques coups venant de sous mon lit. Puis des grognements et des rires. Je voulais partir à toute vitesse. Mais je me suis souvenue des conseils de mes parents. Ne pas crier, ne pas bouger, me cacher les yeux. Et c'est ce que j'ai fait. Puis je l'ai senti sortir de sous mon lit et se glisser dessus. J'étais terrorisée et je pleurais. Mais je continuais à ne pas bouger. J'ai senti sa langue parcourir mon corps. J'ai senti ses doigts me caresser les cheveux, puis parcourir mon corps, jusqu'à ce qu'il s'arrête à mon entrejambe. J'avais mal,
mais je voulais qu'il parte. Alors j'ai continué à fermer les yeux, jusqu'à ce qu'il s'en aille. Le lendemain, j'ai expliqué ce qui s'était passé à mes parents. Ils m'ont répondu que c'était parce que j'avais fait des bêtises, et qu'ils m'avaient prévenu. Cela a duré jusqu'à mes 10 ans. J'évitais au maximum de faire des bêtises. Mais pour certaines, je n'y pouvais juste rien. Et à chaque fois, le voleur d'innocence me rendait visite la nuit venue. La chose bizarre, c'est que dans la semaine suivant sa visite, mes parents m'offraient un beau cadeau, ou bien m'emmenaient à Disneyland. Ce qui rendait en quelque sorte les passages du voleur d'innocence moins insupportables. Mais, comme je l'ai dit, je n'ai plus eu de visite de ce monstre après mes 10 ans. Malgré mes nombreuses bêtises. J'en étais enfin débarrassée. Mais pas ma petite sœur, à qui mes parents donnaient les mêmes avertissements qu'ils m'avaient donnés à propos de ce voleur d'innocence. Après avoir eu 16 ans, ayant un peu appris de la vie, j'ai commencé à me douter que cette histoire n'était que du pipeau, et que je subissais des attouchements. Sûrement de la part de mon père, comme vous vous en doutez aussi depuis le début de mon histoire. Pour ne pas voir ma sœur subir la même chose, j'ai décidé de tendre un piège à mon père et de tout filmer, pour aller ensuite voir la police. Ce jour-là, j'avais demandé à ma sœur de faire exprès de renverser un verre d'eau sur la console de mon père, ce qui lui a valu une fessée mémorable. Mais, le soir venu, je m'étais installée dans le placard de la chambre de ma petite sœur, avec ma caméra. Comme prévu, quelqu'un est entré quelque temps après, et s'est glissé sous son lit. Je n'ai pas pu voir de qui il s'agissait dans le noir. Mais une fois sorti de sous le lit, il a allumé son portable, pour filmer ses actes. Ma sœur avait la même position que moi, les mains devant les yeux et ne voyait rien. Mais moi, je l'ai reconnu. Ce n'était pas mon père, c'était Ed, notre voisin. Il était sur le lit, et il faisait des attouchements. Je pouvais sortir à tout moment et mettre fin à ses actes. Mais il aurait sûrement détruit ma caméra, et les preuves avec. J'ai beaucoup pleuré silencieusement, mais j'ai tenu bon. Et peu de temps après, il est enfin sorti de la chambre, et ma sœur s'est endormie. J'avais enfin les preuves pour faire cesser ces atrocités. J'étais quand même rassurée que le monstre n'était en fait pas mon père, mais le voisin. Après tout cela, on allait pouvoir continuer notre vie de famille, sans cette abomination qui pesait sur nos vies. Mais ma joie est vite retombée, quand je suis passée par le salon pour me rendre dans ma chambre. Mes parents étaient en compagnie de notre voisin, cet ignoble pédophile. J'ai pensé qu'il avait prétexté aller aux toilettes pour aller voir ma sœur, mais c'était autre chose. Il avait des billets dans la main, et les a tendus à mes parents en disant « Bon, 300, comme d'habitude. Appelez-moi pour la prochaine. » Un jour, mon grand-père m'a raconté une histoire dont je me souviendrai toute ma vie. J'avais 11 ans, et ce n'était clairement pas quelque chose à raconter à un enfant de cet âge-là. C'est une histoire aux racines perturbantes et au dénouement morbide. Mon grand-père en a vécu le début. J'ai assisté à sa fin. Il est né en Espagne, vers la fin des années 20. À l'époque où tout a commencé, il avait 10 ans. Le village qu'il a vu naître était perdu dans le maquis. Il n'y avait pas beaucoup de passages à l'époque, et encore moins maintenant, étant donné que le village a été depuis abandonné. Il n'était situé sur aucun grand axe routier, n'était proche d'aucune grande ville. C'était un endroit triste, un endroit où venaient mourir les rêves et ambitions des enfants, étouffés par les traditions et l'isolement presque total. Mais parmi eux, il y en avait un qui ne voyait pas les choses du même œil. Son père le destinait, comme beaucoup d'autres au village, à lui succéder comme vigneron. Mais le garçon se rêvait flûtiste dans un grand orchestre.
il se voyait jouer devant des centaines de personnes à Madrid ou encore à Barcelone. Il avait ce rêve en lui, depuis qu'il avait déniché une vieille flûte en bois dans son grenier. Un instrument tellement abîmé que l'enfant s'était étonné d'en tirer un son, la première fois qu'il avait soufflé dedans. Son père ne voyait pas ce nouveau passe-temps d'un bon œil, car tout le temps que passait son fils à extirper des sons de son instrument ridicule, c'était du temps perdu. Il aurait dû, à la place, apprendre les différentes techniques de la coupe du raisin, ou encore les méthodes de levage, d'agrafage. Et puis, comment un artiste sans le sou pourrait-il s'occuper de son père lorsque celui-ci serait immanquablement rattrapé par l'âge? Se dissimulant au regard désapprobateur de son père, le garçon commença à jouer en cachette. Mais au village, les murs avaient des oreilles, et le son distinctif de sa flûte ne passait pas inaperçu. Alors, lorsque l'envie lui en prenait, il laissait les petites maisons de pierre derrière lui et s'enfonçait dans la garrigue. Il marchait longtemps, passant ravins et crevasses, montant et dévalant les collines. Il ne s'arrêtait que lorsqu'il arrivait à sa cachette, devant la grande pierre. C'était un énorme morceau de roc rougeâtre, semblant avoir été déposé là par une main divine et gigantesque. Le garçon s'asseyait toujours sur la même vieille souche d'arbre. Et après avoir regardé par-dessus son épaule, il jouait de sa flûte sans se soucier de savoir si on l'écoutait ou pas. Les premiers temps, les notes étaient hésitantes. Les sons qui sortaient du petit instrument de bois étaient stridents et tremblants. Mais plus l'enfant venait s'asseoir face à la pierre, plus les jours passaient, et mieux il jouait de sa petite flûte. Il arriva bientôt à créer des mélodies de plus en plus complexes. Un jour, alors qu'il jouait comme à son habitude, un corbeau noir comme la nuit vint se poser sur la grande pierre. L'enfant s'arrêta de jouer et observa le volatile. Cette fois-ci, le garçon avait un public. Il se remit donc à jouer, et à la fin de son récital, salua bien bas le corbeau avant de s'en aller. Alors qu'au village on parlait de guerre civile et de disparition, le garçon passait tous ses après-midi assis sur la souche, devant la grande pierre. Le corbeau était toujours au rendez-vous pour assister au spectacle. Le petit jouait pour lui, comme s'il s'agissait du président en personne. Et bientôt, un second corbeau vint se poser aux côtés du premier. Puis un troisième, suivi d'un quatrième. Au bout de plusieurs semaines, pas moins de 40 corbeaux venaient tous les jours se poser sur la grande pierre. Il arrivait même parfois que les volatiles arrivent avant lui. Le garçon entrait donc sur scène, saluant son auditoire. Mais avec le temps, ces concerts se firent plus rares. Son père, en effet, interdit l'enfant de sortir en fin d'après-midi, et lui intima l'ordre de rester loin de la grande pierre rouge. Puis finalement, lui interdit de sortir tout court. Des gens disparaissaient au village. Le boulanger s'était volatilisé, suivi du meunier. Des gens qui parlaient trop fort, d'après le père du garçon. D'autres habitants étaient partis sans explication. Des gens respectables, pourtant bien établis dans le village, déménageaient du jour au lendemain. Le doux son de la flûte, les mélodies, le grand air, tout ceci vient à manquer à l'enfant, qui se morfondait à la fenêtre. C'est ainsi qu'un mois plus tard, alors que d'autres villageois avaient encore disparu, le petit garçon profita du lourd sommeil de son père pour s'éclipser. La nuit tombait doucement, et beaucoup de maisons étaient maintenant inoccupées. On raconte qu'arrivé non loin de la grande pierre, le garçon vit de la lumière, et des centaines de corbeaux volant en cercle autour de l'endroit. Les habitants qui vivaient encore au village, bien que peu nombreux, racontèrent avoir entendu un bruit terrible et sec, comme un coup de fouet titanesque qui résonna dans toute la vallée. On raconta aussi qu'une odeur atroce put être sentie dans tout le village, jusqu'à l'intérieur des maisons. L'enfant, quoi qu'il advint de lui, ne revint jamais de sa promenade au crépuscule. Mon grand-père a toujours assuré que ce petit garçon était son frère.
même si mon père était certain qu'il n'avait pas connaissance d'un oncle mort étant enfant. Et pendant une longue période de ma vie, je me suis demandé pourquoi il m'avait raconté cette histoire, alors que j'étais si jeune. Peut-être était-ce une sorte de conte amoral, pour me mettre dans la tête l'idée de ne pas trop m'éloigner de la maison. En tout cas, elle avait fait son effet. Je ne sortais jamais seule très longtemps, et toujours dans les environs de la propriété. Je l'ai par la suite presque oubliée, jusqu'à la mort de mon grand-père. Par curiosité, je me suis renseignée sur son village natal. Je n'ai rien trouvé qui parlait d'une légende d'un enfant jouant de la flûte au corbeau. Mais j'ai découvert quelque chose de beaucoup plus triste. Le village, à l'époque où mon grand-père y était enfant, s'est retrouvé tiraillé par la guerre civile espagnole. Beaucoup d'habitants ne soutenaient pas le régime franquiste, et certains même le revendiquaient ouvertement. Les troupes nationalistes stationnées dans la région faisaient régulièrement des descentes au village, pour emmener les habitants qui affichaient avec trop de conviction leur soutien républicain, les soupçonnant de leur apporter de l'aide dans leur déroute. Les descendants des disparus ont longtemps ignoré le sort de leurs aïeux. Ils s'étaient volatilisés, sans laisser de traces, emportés par les fascistes. Avaient-ils été emmenés dans des camps de concentration? Avaient-ils été fusillés? Où étaient leurs corps? Des questions qui restèrent longtemps sans réponse. Mais il y a quelques années, ces familles se sont réunies pour pousser le gouvernement espagnol à se pencher sur leur cas. Les recherches qu'ils ont menées leur ont permis de découvrir une fosse commune, non loin d'une immense pierre rouge, dans laquelle se trouvaient 28 corps, calcinés pour la plupart, tous abattus d'une balle dans la tête ou dans la nuque. Il n'y avait qu'un seul cadavre, dont les os étaient restés intacts. D'après les enquêteurs, il avait été tué bien après les autres, et n'avait pas été brûlé comme eux. C'était un squelette d'un enfant, présentant lui aussi la marque d'une balle, placée entre les deux yeux. Ce qui a définitivement fini par me persuader de la véracité de l'histoire de mon grand-père. C'était l'objet que tenait l'enfant, dans sa main toujours serrée. Une petite flûte en bois. Les Yakoutes craignent les morts. Enfin, tout le monde les craint. Mais selon les croyances yakoutes, si les vivants voient des morts d'une quelconque manière, en rêve ou dans la vraie vie, en particulier s'il s'agit de parents, alors on peut être sûr que leurs esprits essaient de tirer l'âme des vivants dans l'autre monde. Il y a bien évidemment des exceptions. Par exemple, si un proche décédé il y a peu apparaît dans un rêve pour transmettre une demande quelconque du style « Dites à ma fille que j'ai caché 9000 roubles sous mon oreiller ». Mais en général, voir un mort ne signifie rien de bon. Cette histoire est liée précisément à cela. Un retraité vivait dans un village. Sa maison était grande, et il était le seul à y habiter. Si bien qu'il a décidé de louer une chambre à une jeune fille qui faisait un stage dans la clinique du coin. Ils avaient une relation d'égal à égal. Aucun ne dérangeait l'autre. Et ils discutaient de temps à autre le soir, de tout et de rien. Une froide soirée d'hiver, la jeune fille revenait de la clinique. Lorsqu'elle est entrée dans la cour, elle a entendu un craquement dans la neige, provenant de quelque part devant elle. L'obscurité ne permettait pas de voir de qui il s'agissait. Mais elle a pensé que c'était le retraité qui vaquait à ses occupations. Cependant, elle s'est étonnée du fait que l'homme haletait, ou bien gémissait si fort, qu'il paraissait être en train de s'asphyxier. La jeune fille a demandé « Qui est là ?» Et à cet instant, les bruits de pas et de respiration ont cessé. Restant quelques instants sans bouger, un sentiment de malaise a commencé à la prendre, et elle est rentrée dans la maison. Le vieil homme était assis près du four. Les fours traditionnels russes étaient constitués de telle manière qu'ils servaient aussi de poêle pour se réchauffer, et qu'un espace au-dessus était aménagé pour permettre aux enfants de dormir au chaud.
Elle a compris à ce moment-là que ça ne pouvait pas être lui. À la limite de se faire dessus, elle a décidé de ne rien lui dire pour ne pas le terroriser. Ils se sont installés ensemble pour dîner, et elle s'est aperçue qu'il paraissait un peu triste. À sa question, il a répondu. Je suis allé faire une sieste après le déjeuner. Et j'ai rêvé de mon frère cadet, qui est mort il y a 20 ans. Il insistait pour que je le rejoigne, mais j'ai refusé. C'est mauvais signe. Cela a encore accentué la peur de la jeune fille. Mais elle a continué de ne rien dire. La nuit est arrivée, et ils sont chacun allés dans leur chambre. La jeune fille n'a pas dormi. Elle n'arrêtait pas de se tourner et de se retourner dans ses draps. Le retraité dormait dans la chambre d'à côté, si bien qu'elle pouvait entendre sa respiration irrégulière. Tout d'un coup, au dehors, juste sous sa fenêtre, la neige a de nouveau craqué. Et les bruits entrecoupés ressemblant à des gémissements ont repris, comme si quelqu'un avait littéralement couru un marathon et s'étouffé. Elle s'est enroulée dans sa couverture jusqu'au visage, morte de peur. 1 minute a passé, et l'invité invisible s'est déplacé vers la fenêtre du vieillard, en faisant crisser la neige. La jeune fille a alors entendu, comme la respiration de son voisin se modifiait. Il a aussi commencé à halter, et a laissé échapper des râles en se retournant dans son lit. Elle s'est dit qu'il faudrait le réveiller. Mais l'invité respirait aussi près de la fenêtre, presque à l'unisson avec le vieillard. Et elle avait peur de sortir de sous sa couette. Elle n'est pas parvenue à déterminer combien de temps cela a duré, et a fini par s'endormir. Au matin, lorsque le jour s'est levé, la première chose qu'elle a faite a été de se rendre près des toilettes extérieures pour étudier la neige. Mais il n'y avait aucune empreinte. Laissant échapper un soupir de soulagement, elle est rentrée prendre son petit déjeuner. Le retraité avait une mine encore plus sombre que la veille. Il a raconté qu'il avait de nouveau rêvé de son frère, cette fois-ci en colère, et décidé de l'emmener avec lui par la force. Je me suis débattu comme je pouvais. Mais il me donnait quand même des coups de pied et m'a traîné de force. A-t-il soupiré. La jeune fille s'est enfin décidée à lui raconter ce qu'elle avait entendu. À ces mots, le vieillard a eu l'air de vraiment tomber en dépression. Tu aurais dû me réveiller avant qu'il ne m'ait vaincu. C'était définitivement lui. Je me rappelle bien de ses râles lorsqu'il était en train de mourir de la tuberculose. Maintenant, je suis un homme mort. Et en effet, moins d'1 semaine plus tard, le vieil homme a attrapé une pneumonie, et il n'est pas parvenu à s'en sortir. Il a été enterré à proximité de son frère. Et la jeune fille a dû déménager chez une autre famille. Madame Singletier n'était pas de ces vieilles femmes qui attendaient sagement la mort. Elle ne regardait donc pas la télé et ne tricotait aucun pull désuet pour d'éventuels petits-enfants. En effet, Anna Singletier, elle, considérait la vie comme une bénédiction et était bien décidée à profiter au maximum de chaque seconde restante jusqu'à sa mort. En fait, malgré ces 8 décennies, elle demeurait bien plus active que tous les adolescents du village qui restaient cloîtrés chez eux. Généreuse, altruiste ou courageuse, ce sont ce genre de qualificatifs qu'on citait pour décrire Madame Singletier. Dans les petits villages où tout le monde se connaît, il est très courant que l'officier de police donne son numéro personnel aux habitants. En cas de besoin, ils peuvent me contacter sans problème. Alors, lorsqu'elle m'a appelée en larmes pour que je vienne chez elle rapidement, je n'ai pas hésité un instant. Lorsque j'ai enfin rejoint la vieille bâtisse, c'est une Madame Singletier méconnaissable qui m'a accueillie. Elle était, en effet, complètement paniquée, pleurait abondamment et était devenue anormalement pâle, elle qui avait le teint si mat. On s'est assise autour d'une bonne tisane et elle m'a tout expliqué. Que depuis plusieurs jours,
une étrange silhouette noire l'épiait à travers les fenêtres. Et cela pendant des heures. Cette silhouette, elle pouvait parfaitement me la décrire. Une ombre distordue, qui pouvait mesurer jusqu'à plusieurs mètres. De ce qu'elle me disait, la chose adapterait sa taille pour pouvoir l'espionner où qu'elle soit, que ce soit dans sa chambre à l'étage ou dans le salon au rez-de-chaussée. La pauvre femme, terrorisée, n'osait même plus toucher à ses volets. Naturellement, j'ai sorti ma lampe torche et j'ai fait mine de vérifier les alentours de la maison. J'ai, de ce fait, ignoré l'immense silhouette noire qui longeait le mur. Encore une autre. J'ai évidemment feinté n'avoir rien trouvé, laissant Madame Singletier perplexe, mais un peu rassurée. Vous savez, au début je pensais que les vieux avaient besoin d'un peu de compagnie, qu'ils inventaient des histoires pour que je boive du thé avec eux l'espace de quelques minutes. Puis je les ai vus moi aussi, ces ombres. Ça ne sert à rien de les combattre. Vous le savez mieux que moi. Au début, ça vous ronge. Vous faites croire à la vieille dame qu'elle hallucine, qu'elle disjoncte, que c'est la solitude qui la rend folle, et vous culpabilisez. Mais, au fond de moi, je sais que j'ai fait le bon choix. C'est toujours pire quand ils apprennent la vérité. Toujours plus brutal, plus violent. Et puis, les ombres me connaissent maintenant. C'est l'avantage. J'ai continué de rendre visite à Madame Singletier tous les soirs. Et tous les soirs, c'était le même rituel que la veille. Je faisais semblant de ne pas la voir. Je rassurais la femme apeurée, puis je repartais la gorge nouée. Et puis, un soir, Madame Singletier m'a ouvert avec un grand sourire. Il était si malsain que j'en frissonne encore, pour tout vous dire. À partir de ce moment-là, j'ai su que la vieille dame que j'avais connue n'était plus de ce monde. Mais j'ai apprécié savoir qu'elle avait eu une mort assez douce, sans effusion de sang. Un simple arrêt cardiaque. Je vous avais bien dit que c'était mieux pour tout le monde quand je n'agissais pas vrai? J'ai enterré le corps dans le jardin. La nouvelle Madame Singletier m'épiant depuis la fenêtre du salon. Tout ça ne me fait plus rien, honnêtement. J'ai tellement l'habitude maintenant. Croyez-moi, personne ne peut faire la différence entre la véritable Anna Singletier et sa remplaçante. Personne. Ses mouvements, sa démarche, ses tics de langage, tout a été copié à l'identique. Pour l'instant, les silhouettes s'attaquent aux personnes âgées, mais il viendra un moment où elles s'attaqueront à plus jeunes. Je vous ai dit, on ne peut rien faire. Tout est perdu. Je vais vous raconter un souvenir d'enfance qui n'est certes pas très effrayant, mais qui s'est réellement passé. J'avais peut-être 8 ans, c'était la nuit. Ma chambre ayant une fenêtre face à un lampadaire de la rue, elle est toujours éclairée d'une lumière jaune. Pas forte, mais juste assez pour distinguer aisément tout ce qui s'y trouve. Ma porte était fermée, et je suis fille unique. Je dormais paisiblement quand, vous savez, quand on se réveille, sans aucune raison à la suite d'un mauvais rêve. Et qu'on se rendort dans les secondes d'après. C'est courant, et ça n'a rien de paranormal. Ça me l'a fait une fois cette nuit-là, puis 2. Je ne me suis pas rendormie tout de suite. J'ai un peu regardé le plafond, puis à ma gauche, le chat dormait aussi. Je me suis rendormie. Puis, je me suis réveillée une 3e fois, mais pas de la même manière. Comme quand on se réveille sans se souvenir de la veille. Ça arrive quand on s'endort ivre ou spontanément. Au milieu de la nuit, c'est plutôt rare. Je n'avais pas envie de dormir, pas même l'envie d'essayer. J'étais comme troublée, les pensées aspirées vers quelque chose d'indéfinissable. J'étais sur le dos, je me tournais sur la gauche, là où le chat dormait. Le chat était debout, fixant avec intensité le vide. Je le regardais bêtement, sans comprendre quoi que ce soit à la scène.
Des formes noires bougeaient rapidement. Je me disais, pour me rassurer, ce que les adultes nous disent dans ce genre de situation. C'est ton imagination. Oui, voilà. Le chat fixait des mouches. Et comme j'étais jeune, je voyais des formes sombres qui bougeaient de manière effrayante. Uniquement mon imagination. Enfin, j'aurais préféré. Au bout d'un moment, je fus prise d'une peur inexplicable, d'un mauvais sentiment. Quelques secondes plus tard, le chat bondit sous la couverture. Instinctivement, et sans comprendre pourquoi, je fis de même. Nos deux têtes dépassaient légèrement de la couverture pour regarder ce qui se passait. Le chat tremblait. Un bruit retentit, une sorte de pleur ou bien de rire, mais avec un côté désincarné, pour le moins effrayant. Devant nous, se matérialisa un masque blanc à plus d'1 mètre du sol. Je m'en souviens encore parfaitement. Comment le décrire ? Vous voyez le masque dans le film V pour Vendetta ? Et qu'Anonymous utilise ? Il avait cette forme, mais était totalement blanc. Il émettait aussi une légère lueur bleutée. Il regarda en direction du mur, puis se tourna lentement vers mon lit. Une sorte de grincement insupportable accompagnait ce mouvement. Je referma le trou de la couverture, par lequel je regardais pour y laisser une fente microscopique entre la couverture et le matelas. J'y glissai un œil. Le masque finit son mouvement, en s'arrêtant nettement en direction du chat. Le grincement s'arrêta aussi, laissant sa place à un grésillement, émanant de la chaîne stéréo. Le chat s'arrêta à ce moment même de trembler. J'étais tétanisée. Je pensais même que mon chat venait de rendre l'âme. Au bout d'un moment, le masque s'effrita, pour devenir une poussière blanche, qui tomba peu à peu par terre. Ensuite, je l'ignore. J'ai perdu connaissance, ou bien je me suis endormie. Quoi qu'il en soit, à mon réveil, je ne trouva jamais la poussière blanche. Mais surtout, je n'ai jamais eu de chat. En tant que photographe professionnel spécialisé dans la faune et la flore, il n'est pas rare pour moi de voyager dans des régions exotiques et isolées. En fait, je passe souvent des semaines seule dans la nature, à camper, toute seule avec mon appareil photo. Lors d'un week-end dans une petite forêt, connue pour l'abondance de sa faune et de ses paysages intacts, j'ai monté ma tente et passé 3 jours à parcourir des sentiers, tout en prenant des photos au passage. Je n'ai croisé personne d'autre pendant ce séjour dans la forêt. Je n'ai vu que des cerfs, des oiseaux, des ratons laveurs et d'autres animaux du coin errant entre les arbres. Ce n'est qu'après mon retour à la maison que j'ai enfin regardé les centaines de photos que j'avais prises. Une par une, j'ai téléchargé chacune de ces images sur mon ordinateur portable. Un par un, les magnifiques paysages naturels ont ébloui mes yeux, à l'exception de quelques photos floues sur les cartes mémoire. Tout était normal, du moins en apparence. Lorsque la dernière image a été téléchargée dans l'ordinateur portable, un frisson m'a parcouru l'échine. C'était impossible. Cette photo ne devrait pas exister. Et pourtant, elle était là, aussi visible que le jour. Ce n'était pas une photo de la forêt, des animaux ou du paysage. C'était une photo de moi. Une photo de moi en train de dormir dans ma tente. Quelqu'un était dans cette forêt avec moi. Je n'ai jamais voulu d'enfants. Je ne les ai jamais vraiment appréciés. Je ne suis pas à l'aise dans leur présence. Je l'ai toujours dit. J'aimais vivre seule. Même quand mon frère en a eu un, il ne m'intéressait pas trop. Bien sûr, j'allais à ses anniversaires et je lui offrais des cadeaux. Il est peut-être vrai que j'ai pu ressentir un certain degré d'affection, mais honnêtement,
Ça n'allait pas au-delà de ça. Je n'aimais pas vraiment cet enfant, et le voir régulièrement n'altérait pas ma décision de ne jamais en avoir. J'ai fait des choix de carrière et d'investissement très intelligents dans ma vingtaine, de sorte que j'étais déjà à la retraite à mes 35 ans. Je faisais quelques missions en tant que consultante, dans mon ancienne entreprise de temps en temps. Mais la plupart du temps, j'étais libre. Peut-être que c'est pour cette raison que la vie, le destin, ou l'homme barbu dans le ciel, a cru que j'étais prête pour cela. Quand mon frère et sa femme sont morts dans un accident, je suis restée avec la garde de mon neveu. Sa mère était une orpheline. Et il n'y avait aucun membre vivant de la famille du côté de son père, excepté moi. Et vu que je faisais partie des citoyens modèles, avec une bonne éducation et une excellente situation financière, j'étais le choix évident du système juridique. Bien que je n'aime pas l'idée d'avoir des enfants, je ne voulais vraiment pas envoyer mon neveu dans un foyer d'accueil. Donc, il y a 3 mois, je l'ai adopté. Étonnamment, ce n'était pas si mal. Il y avait beaucoup de problèmes au début, mais je m'y suis habituée. Nous passions la majeure partie du temps à jouer ensemble. Son jeu préféré est le cache-cache. La plupart du temps, je me cache, et c'est lui qui vient me chercher. Je le laisse compter, et je cherche une place pour m'y cacher. Il peut compter jusqu'à 10 en utilisant ses doigts. On s'amuse beaucoup. Bien sûr, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Parfois, il fait des choses qui me dérangent vraiment. Comme il y a 3 jours. Quand je l'ai attrapé avec ses doigts à l'intérieur du pot de biscuits, une nouvelle fois. Je lui ai répété plusieurs fois de ne pas le faire. Cette fois, je devais le punir. Je n'ai pas aimé le faire, mais on m'a dit qu'il fallait être strict avec les enfants. Il s'en est remis, au bout d'un temps. Il a compris qu'il avait mal agi. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, nous jouons à nouveau à son jeu préféré. Je dois aller me cacher rapidement. Car aujourd'hui, il ne comptera que jusqu'à 8. Je me souviens les avoir depuis mon enfance. Je me souviens d'avoir été incroyablement gênée à leur sujet. Les cachant dans mes poches, sous des livres et des sacs. Les enfants à l'école ne m'ont jamais rien dit. Mais je savais qu'ils riaient derrière mon dos. Je me souviens d'avoir demandé à mes parents de m'emmener chez le médecin, de les faire vérifier. Les excroissances sur mes mains se voyaient comme le nez au milieu de la figure. Mais ils disaient juste que j'allais bien, et changeaient de sujet. Mais je savais que c'était faux. J'ai essayé de les enlever étant enfant, mais sans succès. Ciseaux, couteaux, éplucheurs de pommes de terre. J'ai tout essayé. Mais c'était peine perdue. La douleur stoppait net toute tentative. Mais aujourd'hui, c'était différent. C'est incroyable à quel point on peut être engourdi avec quelques garrots et une bouteille de Jack Daniels. Au début, j'avais l'intention d'utiliser un couteau bien aiguisé. Mais j'ai pensé que tenter de trancher la chair des excroissances serait trop ardu dans mon état d'ivresse. J'ai opté pour le plan B, légèrement plus moderne. Je devais me dépêcher cependant. J'étais assez étourdie et commençais à perdre connaissance. Mes mains et mes bras, presque bleus par manque de circulation sanguine, ne pouvaient pas non plus attendre trop longtemps. Le vrombissement du mixeur m'a aidé à me mettre dans une sorte de transe. Et de ce fait, j'étais prête à faire ce que j'avais envie de faire, depuis le jour où j'avais posé mes yeux sur ces horribles malformations. J'avais avancé ma main gauche en premier. La sensation immédiate des lames aiguisées, qui tranchaient à travers la chair, était discordante. Mais j'étais surprise de voir à quel point l'alcool fonctionnait bien. Je m'attendais à ce que ça fasse plus mal. Je pouvais entendre le métal tranchant barbouiller et couper, fonctionnant parfaitement comme prévu.
J'ai appuyé ma main plus fort. Tous ces mauvais souvenirs, tous ces embarras, toutes ces horribles choses n'étaient plus qu'une bouillie rouge et épaisse. Quittant ce doux sentiment d'extase, je me suis retirée avant que les lames ne touchent la jointure. J'ai souri en contemplant ma nouvelle main. Quant aux excroissances, déjà 5 de fait, plus que 5. Aujourd'hui est le premier jour de mon nouveau poste d'enseignante au lycée où j'ai été diplômée. Mis à part le fait que j'ai dû me lever très tôt, j'étais 100% extatique et ambitieuse quant à ce qui pourrait arriver le premier jour de mon retour là-bas. 5h30 est venu trop vite. J'étais dans et hors de la douche, habillée et prête. Café à la main, à 5h55. Je fermais mon appartement à la hâte et me dirigeais vers ma voiture. J'ai tâtonné un peu dans l'obscurité en essayant de monter dans ma voiture, mais j'ai finalement réussi. J'ai commencé à rouler dans ma rue. J'ai dû ralentir à cause de la glace, beaucoup de glace. Une silhouette noire a commencé à apparaître dans mon champ de vision. C'était la forme d'un homme, tout de noir vêtu, marchant lentement dans la rue. Cela m'a semblé étrange. 6h du matin et quelqu'un marche par ce temps ? Il devait faire moins de degrés dehors. Et ce gars marche. Tout se déplaçait au ralenti, alors que je pensais à ce qu'il pourrait faire ici. Pourquoi marchait-il ? Vers où marchait-il ? Puis mon esprit a commencé à être enveloppé par mes sens de la peur. Et j'ai commencé à penser à des choses qui étaient complètement irrationnelles. C'est peut-être une sorte de tueur en série, ai-je pensé. Peut-être qu'il pourrait sortir un 45 et me faire sauter la tête pendant que je passe devant lui. Mon esprit a continué à plonger plus profondément dans ces illusions paranoïaques, alors que je me rapprochais de l'homme mystérieux. Sa forme devenant plus claire, alors que je me rapprochais avec mes phares. Je pouvais mieux distinguer sa forme maintenant. Il portait une blouse de travail noire. Elle semblait sale et couverte de neige. Il portait un pantalon noir et des bottes de combat. Les lacets n'étaient pas noués. Une capuche, provenant vraisemblablement d'une autre veste sous le manteau de travail, lui cachait la tête. Avec une description comme celle-là, il y avait 2 possibilités dans mon esprit. Sans-abri ou fou. Réalisant finalement à quel point j'étais folle à propos d'un homme qui marchait, je me suis ramenée à la réalité et j'ai secoué ma pensée épouvantable. « Écoute-toi, tu es ridicule. » Je me suis grondée. Je ne pouvais pas me débarrasser à 100% de mon malaise. Cependant, je n'allais pas laisser une simple bizarrerie comme celle-ci me conduire à la folie. J'ai balayé la transe dans laquelle j'étais et j'ai continué à rouler vers lui. Mais alors, cependant, il s'est passé quelque chose que je n'ai pas vu venir. L'homme s'est arrêté de marcher. Il s'est tenu là dans mes phares. Et dès que j'ai remarqué qu'il s'était arrêté, j'ai freiné et je me suis arrêtée également. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, et mon estomac a fait des boucles pour des raisons que je ne comprenais pas. Il a commencé à se tourner vers moi. Il allait me regarder. Alors qu'il se tournait lentement, mon cœur s'accéléra. Puis, pour ma plus grande horreur, j'ai finalement vu le visage de cet homme. Si vous pouviez même l'appeler un homme. Ses yeux étaient enveloppés d'une noirceur plus sombre que la nuit qui nous entourait. Ses pupilles blanches brillaient au centre de ses fosses, alors qu'il me regardait, au plus profond de mon âme. Son nez n'était pas là. À sa place, il y avait une couture grossière de la chair qui l'entourait, tirant fermement sa peau sur son visage osseux. Ses lèvres étaient inexistantes, révélant chacune de ses dents déchiquetées, ébréchées et en décomposition. Ses gencives étaient pourries et gelées, et il était aussi pâle que la neige qui l'entourait. Nous avons établi un contact visuel. Et comme nous l'avons fait, mon cœur a accéléré à un rythme que je ne pensais pas possible. J'étais certaine que j'allais mourir ici. Mais l'instinct de survie s'est manifesté, et j'ai mis le pied au plancher. J'ai roulé droit sur la chose. Mais quand je suis arrivée à quelques mètres de lui, il a complètement disparu, m'envoyant en collision frontale avec un poteau téléphonique. J'ai été envoyée à travers le pare-brise,
et dans la neige en dessous. Dès que j'ai touché le sol, mon corps a commencé à s'engourdir. En plus d'une douleur dans ma poitrine et d'une douleur lancinante dans mon bras gauche. J'allais mourir là. Ensuite, tout est devenu noir. Je me suis réveillée dans un lit d'hôpital le lendemain matin. Apparemment, les voisins ont été réveillés par l'accident et m'ont trouvé juste à temps. Lorsque la police m'a demandé ce qui s'était passé, je leur ai donné une description de l'homme. Bien sûr, ils pensaient que c'était une sorte d'hallucination. Alors me voilà, assise dans cette pièce. Je serai ici pour une autre semaine ou deux. Je tape ceci sur un ordinateur portable, que l'hôpital a eu la gentillesse de me permettre d'utiliser pendant que je suis ici. Mais je ne serai pas là très longtemps. L'homme, mon nouvel ami, est venu me rendre visite aujourd'hui. L'ami que j'ai rencontré ce matin-là. L'ami qui a essayé de me montrer le vrai monde. Il est ici maintenant. Il est assis à côté de moi. Il me dit que tout ira bien. C'est mon maître maintenant. Je lui appartiens. Il me regarde. Il m'observait toujours. Du jour de ma naissance jusqu'au jour de ma mort. Et il vous regarde en ce moment.